Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Slow Marketing. Aujourd'hui, on va explorer l'économie d'usage avec Raphaël Masbou, cofondateur et CEO de Loki. Loki équipe déjà plus de 2500 loueurs avec un logiciel, une marketplace et un programme d'accompagnement pour rendre la location aussi simple que l'achat. Dans cet épisode, on va partir du constat de la surconsommation et des objets qui dorment chez nous. On va mesurer les effets pour les consommateurs et les entreprises et explorer des modèles de location qui marchent. Et puis bien sûr, repartir avec une action slow marketing à mettre en œuvre dès demain. Raphaël, bienvenue dans Slow Marketing. Comment ça va? Ça va super, et toi, merci Anaïs. Ça va super. Je suis très contente de faire cet épisode sur l'économie d'usage et le modèle de la location. Est-ce que tu peux te présenter et te présenter Loki concrètement en 1 minute top chrono? Avec plaisir, enchanté, Raphaël Masbou, j'ai 30 ans, je vis à Paris et comme tu l'as dit, je suis CEO et cofondateur de Loki. Et Loki, qu'est-ce que c'est? J'aime bien le définir comme étant l'un des plus gros loueurs d'équipements de France. Peu de gens nous connaissent, mais tu vois, en 2025, on a quand même loué plus de 5 millions de produits, ce qui commence à être assez énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est une startup qui démocratise la location d'équipements à travers 2 services complémentaires. On a Loki.rent, qui est une plateforme en ligne à destination des particuliers, et Loki Solutions, qui est un logiciel de gestion pour les professionnels, comme tu l'as dit, 2500 professionnels qui utilisent la solution pour soit se lancer, soit développer ou optimiser leur activité de location. Trop cool. 5 millions de produits en 2025, c'est énorme. Félicitations pour ça. Merci. Quand on parle de surconsommation et d'objets sous-utilisés, moi, il y a deux chiffres qui me viennent en tête. C'est notamment le fait qu'une voiture, par exemple, passe l'essentiel de son temps au parking, ou alors qu'une perceuse, en fait, au total, elle est utilisée à peine plus d'une demi-heure au total dans sa vie, et pendant qu'on la possède. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous poser ce problème justement de surconsommation et d'objets sous-utilisés, peut-être en 2-3 chiffres plus précis que les miens? Moi, je suis pas du tout, j'ai pas cette mémoire, donc tu vois, je te dis que je te donne des chiffres et j'en donne même pas. Et est-ce que ça dit sur nos habitudes d'achat? Tu l'as très bien dit, je vais même te corriger, la perceuse, c'est pas 30 minutes, c'est même moins. Une perceuse Pourquoi? est utilisée en moyenne 12 minutes dans toute sa vie, selon l'ADEME. Donc, effectivement, et moi, un chiffre qui m'avait marqué, c'est que tu vois, dans nos foyers, pareil, c'est selon l'ADEME, tu as entre 60 et 80% des biens, donc ça peut être vêtements, objets, équipements, donc entre 60 et 80% qui ne sont jamais utilisés dans l'année. En fait, Ouais. c'est énorme. Tu te dis, on produit des millions d'objets tous les jours. Nous, on est dans une société qui valorise vachement la consommation, l'achat. Là, on est en pleine période, en plus Black Friday, Noël, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Et finalement, tous ces objets-là sont pas utilisés, finissent à la poubelle. Et dans un monde où, en fait, tu te dis, euh, les gens parlent de plus en plus de pouvoir d'achat, du coup, ils achètent des choses qu'ils n'utilisent pas. Et Mhm. dans un monde avec des limites planétaires finies, où je pense que de plus en plus de personnes comprennent l'impact écologique de la consommation. Globalement, on est face à un vrai problème et qui n'est pas encore très très bien traité parce que chaque année, on consomme plus, on achète plus, on a Mhm. besoin de toujours plus, alors que ça rend pas plus heureux. Concrètement, pour les consommatrices, qu'est-ce que la possession coûte vraiment en termes d'argent, de temps, d'espace ou de charge mentale? Je ne sais pas si c'est facile à chiffrer. Mhm. Ce qui est sûr, non, c'est que on a glorifié la consommation pendant très longtemps et on continue à le faire en disant un peu l'American Dream of Life. Tu vois, pour moi, mâle blanc hétéro, ça serait dire ok, la grosse bagnole avec une belle femme, tu vois. Et je pense qu'on a quand même tous ces images mentales qui nous polluent un peu l'esprit. Et en fait, c'est quand même prouvé que j'avais vu des études, tu vois, de UCLA qui montraient qu'en fait, plus une maison contient d'objets, etc., bah, plus tu as un taux de cortisol qui est fort. Donc en fait, tu stresses plus, ça ne te rend pas plus heureux. Et surtout, en fait, posséder la gestion des objets, le rangement, le tri, la maintenance, et de savoir qu'en fait, sur tous les objets que tu as chez toi, ce qu'on disait tout à l'heure, quand ils ne sont pas utilisés, ça te génère une source de stress supplémentaire, une charge mentale supplémentaire. Et en fait, c'est aussi ça qui est génial dans la location, c'est un peu cette émancipation de j'ai pas besoin de tout ça, j'utilise uniquement ce dont j'ai besoin à un moment T. Et donc, en fait, tu économises ce qu'on vient de dire de la charge mentale,
tu économises de l'argent. Et surtout, en plus, dans nos loyers un peu parisiens, appartements, etc., tu économises de l'espace. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important et pas souvent très valorisé. Ça me fait penser à 2 choses que tu viens de dire. La première, c'est que déjà ça commence super tôt. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, j'ai aidé une amie, maman de 2 enfants, de 5 et 7 ans, si j'ai pas de bêtises, à déménager et à faire ses cartons. Et la quantité d'affaires des enfants, les jouets, les livres, les trucs. Et j'étais là genre, comment il y en a qu'une des deux qui sait livre. Et il y a genre, je sais pas, il y a une bibliothèque qui est plus impressionnante que la mienne, quoi. Et je suis là genre, ok, on a déjà fait un gros tri. Et sur le truc de la charge mentale et du stress des objets qu'on possède et qu'on n'utilise pas, moi en ce moment j'ai 2 vélos parce que j'ai acheté un vélo en seconde main électrique il y a 1 an et demi, mais j'ai toujours mon ancien vélo dans ma cave. Et en fait, ce vélo, bon, en ce moment, je le prête à un ami qui a crevé, mais genre, ce vélo me génère plus de stress qu'autre chose parce qu'il prend de la place, parce que je sais jamais où le mettre, etc. Et bon, là, j'ai décidé une fois qu'il me sera revenu, de le donner à une association pour qu'il soit réutilisé ailleurs. Mais j'étais là, genre, en fait, il m'a pris tellement d'espace alors que je l'utilise plus depuis 1 an et demi. Enfin, c'est juste absurde. Et tu vois, moi j'adore le vélo aussi. C'est une de mes passions. J'aurais dû le dire en présentant. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que même le vélo, j'imagine que un vélo de route, tu vois, j'avais regardé quand j'en ai acheté un, pareil en seconde main. Un vélo de route, là, tu vois, la Fédération française du cycle avait montré qu'il est utilisé entre 80 et 150 heures par an. Donc sinon, il dort. Ouais. Et tu te dis, c'est incroyable. Dans l'introduction, tu parlais des voitures. Les voitures, si je dis pas de bêtises, c'est 95% du temps aller au garage et 5% aller utiliser. En fait, le vélo, c'est encore pire parce que un vélo de route, en plus, tu vas le sortir que le week-end, etc. 80 à 150 heures par an d'utilisation. Le reste du temps, il te prend de la place chez toi. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Côté des entreprises, c'est quoi les effets pervers du coup de la vente à tout prix? Moi, j'ai en tête par exemple les stocks dormants ou les retours ou l'obsolescence ou la pression des promos. Toi, tu t'en vois d'autres? Tu as la pression des promos, tu as surtout pour moi le fait d'être dépendant d'un modèle où tu sais qu'à la fin des fins, l'allocation elle s'inscrit dans l'économie circulaire au global et pour que ça marche, il y a effectivement il y a de la vente, il y a comment j'utilise l'objet, comment je le revends, comment je le valorise. Donc au début de tout ça, il y a quand même pardon, on n'achète pas, mais comment on a des objets qui ont une durabilité, donc avoir des objets qui ont une durabilité importante. Et ça qui est assez fascinant, c'est de dire aujourd'hui, on est dans un monde qui est fini. Je pense qu'on l'a très bien vu pendant le Covid, où il y avait quand même des canaux d'approvisionnement qui étaient terminés. On s'en parle de plus en plus avec les terres rares. En fait, au bout d'un moment, on ne pourra plus vendre autant. C'est utopique de se dire qu'on pourra continuer à vendre autant. Donc, tu vois, pour moi, la location, c'est plus de se dire, effectivement, tu as une génération de moins de 35 ans qui veut plus consommer, qui veut toujours consommer, mais mieux consommer. Donc en fait, c'est consommer mieux, mais moins, globalement. Et en plus, qui va être rattrapé un peu par tous ces effets pervers. Donc la location, elle s'inscrit là-dedans. Et pour moi, les entreprises qui ne prennent pas le pli de la location aujourd'hui, en fait, c'est comme un avantage concurrentiel parce que demain, de plus en plus d'entreprises vont louer des équipements. Celles qui ne le font pas aujourd'hui, elles perdent du temps, elles perdent du savoir-faire et autres, justement, dans leur business model, comment l'intégrer. Et donc, forcément, c'est un avantage compétitif en moins. Ouais, complètement d'accord. Si demain, là, enfin, ou maintenant, tout de suite, en fait, si là, tu dois expliquer la location à quelqu'un qui n'a jamais loué, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y gagne en tant que consommateur ou entreprise? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années sur la location? Sur la location, ce qui a changé, ce qui est marrant, tu vois, des fois on me dit ah Loki c'est incroyable, vous êtes en train de révolutionner quelque chose, etc. Je pense que la location ça a toujours existé, on a toujours prêté des objets, on a toujours loué des objets. Et je pense qu'il y a même le ski en est le plus grand exemple. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est que tu as 64% des Français, c'est une étude qu'on a fait avec l'IFOP, qui disent je souhaite louer ou j'aimerais bien ou j'ai déjà loué un équipement. Et le problème, c'est que c'est même 64% des Français qui disent ça. Tu en as en fait 63% qui disent mais par contre, j'ai peur de louer, je ne sais pas où louer, comment je peux faire pour louer. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de changer, de comment rendre désirable la location, comment rendre attractif la location, parce qu'en fait, du coup, louer, le problème aujourd'hui, c'est que c'est compliqué. Et c'est un peu, tu vois, toute la mission de Loki, de dire comment je fais en sorte que louer un objet soit aussi simple qu'un clic sur acheter. Et c'est vraiment ça qu'on combat au quotidien, de comment on essaye de ringardiser l'achat.
Et donc, en fait, ça va être très simple. Aujourd'hui, louer un objet, ça va être soit passer directement par un loueur professionnel comme avec Loki. Donc, on va vous mettre en relation avec un loueur professionnel. Vous allez choisir l'objet que vous voulez en ligne ou chez lui et vous allez tout simplement le récupérer, vous payez, et, vous partez, vous profitez de l'objet et vous le ramenez ou le professionnel va venir récupérer l'objet chez vous. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Et avec du coup, ce qu'on va mettre en avant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure de comment en fait je paye seulement à l'usage. Donc forcément, en tant que consommateur, je vais gagner de l'argent. Et en plus, ça m'évite de prendre de l'espace chez moi, ça m'évite de créer un nouvel objet, de reproduire un objet. Bref, c'est avantage sur le portefeuille et avantage sur la planète, globalement. Tu viens d'évoquer un point qui me semble être assez essentiel, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 43 avec Luc Terlink, justement, où on parlait déjà d'économie d'usage avec l'étude de cas Decathlon. C'est la question de la désirabilité, parce que la possession, ça reste la norme. Toute notre société de consommation est quand même tourne autour de ça, de posséder et d'accumuler les objets de consommation. Comment est-ce que concrètement aujourd'hui, avec Loki, vous arrivez à rendre la location désirable? Tu l'as très bien dit, et même pour compléter, aujourd'hui, en fait, le plus gros frein à la location et pourquoi la location n'est pas un réflexe, si on a un petit peu parlé au début du podcast, mais c'est dans nos habitudes. Pareil, je recite, comme ça je te donne plein de chiffres, mais une étude qu'on a fait avec l'IFOP. Tu vois, aujourd'hui, il y a 38% des Français qui pensent pas, pardon, spontanément à la location d'équipement, et parce qu'en fait, ils ne savent même pas où louer. Et après, il y a un biais culturel de 37% des Français disent qu'ils préfèrent posséder, et un biais émotionnel de 30%, je crois, c'est ils disent j'ai peur de casser, endommager le produit. Donc en fait, la location, une fois qu'on dit tout ça, elle n'est pas connue, on a peur de louer et on a une préférence à l'achat, donc elle peut aussi être vécue comme une source de stress. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, nous, c'est de dire comment avec Loki, on essaie de la rendre désirable et comment on essaie de la rendre cool, joyeuse. Et c'est un peu casser tout ça, de dire en fait, tu vois là, je ne sais pas si tu l'as vu passer, par exemple, on a fait une campagne qui s'appelle Les Nouveaux Riches avec Blablacar, Home Exchange et autres sur le partage, de dire en fait, qu'est-ce que c'est cool de se dire je ne vais pas acheter une voiture, mais je peux en louer 45. Je n'ai pas besoin d'acheter un appartement, mais je peux aller sur Home Exchange et être dans 40 appartements différents. Ou pareil sur la location d'équipement, j'ai pas besoin d'avoir une perceuse chez moi, je peux en louer 5, je peux louer un réfrigérateur, je peux louer une poussette. Bref, l'usage me rend plus riche de tous ces objets qui existent déjà et que je peux utiliser. Donc ça, je pense, c'est le premier argument. Et ce qu'on essaie vraiment de faire chez Loki, c'est de ne pas culpabiliser. On peut très vite rentrer ah là là, en fait, tu loues pas des objets, tu surconsommes, tu pollues, c'est pas bien, tu es quelqu'un de mauvais. On est contre ces discours. Évidemment, il faut les tenir, ils sont importants. Mais c'est justement comment on rend ça stylé. En fait, je loue un objet, je suis stylé, je participe à quelque chose de plus grand que moi. Et en plus, il faut que ça soit de qualité. Donc, évidemment, comment on fait quelque chose hyper simple, hyper fluide, à la fois pour le particulier et le professionnel. Est-ce qu'on peut vraiment tout louer? Parce que ma question, c'est est-ce qu'il y a des secteurs il y a des secteurs qui sont plus évidents et qu'on connaît déjà, les skis, le vélo, même les voitures, tu vois, en leasing ou en ponctuel. Mais est-ce que vraiment ça marche avec tous les business? Oui, et je le dis sans hésiter, oui. Tu vois, nous, alors effectivement, le catalogue Loki, on loue, c'est aussi de notre historique, on loue beaucoup, tu l'as dit, dans le sport, dans le bricolage et Ouais. l'événementiel. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a plus de 500 catégories de produits différentes. On va louer des poussettes, on va louer des tire-laits, on va louer des poussettes pour chiens, on va louer des costumes de mariage pour chiens. Tu vois, il y a des trucs qui sont même loufoques. Des fois, on est là, attends, ça existe vraiment dans Loki. Là, tu vois, la semaine dernière, je voyais, on louait des cabines de toilettes sèches et même des urinoirs féminins. Donc, tout objet en fait qui est chez nous, tu peux te dire est-ce que je pourrais le louer dans les faits? C'est ce qu'on n'a pas des habitudes qui sont ancrées et c'est vraiment ça qu'on veut démocratiser avec Loki. Ok, mais est-ce que, je sais pas, vous avez une charte ou comment est-ce que vous choisissez les objets qui sont mis sur la plateforme du coup? Alors, on n'a pas une charte à proprement parler. C'est un sujet qu'on réfléchit pour le coup. De c'est quoi la charte de qualité Loki? Il y a quelque chose qui est aussi qui est pour moi hyper important dans la location. Tu vois, aujourd'hui, notre catalogue de produits disponibles à la location, il est uniquement fourni par des professionnels. Parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, un des biais de pourquoi on ne loue pas, c'est j'ai peur d'endommager le produit, j'ai peur que le produit soit pas bien,
Je sais pas, tu vas louer une sono chez un particulier, il te manque le câble d'alimentation. Bon, bah, ta soirée, elle est tout de suite un peu moins sympa. Donc, on veut vraiment aussi se combattre contre la location, on va dire, bancale pour la crédibiliser. Et je me suis perdu sur ta question, pardon, du coup, Bah, s'il y avait un peu des critères sur qui la faisaient charte. que, ouais, de charte, du coup, Ouais. si vous louez ou pas des produits. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'assure de la qualité du professionnel. Donc chaque professionnel qui va venir déposer des produits sur Loki, il va rencontrer un humain chez nous. Et donc on va s'assurer de la qualité du catalogue. Et après, effectivement, on va pas encore à l'étape d'après qui serait vraiment de dire cette charte qualité. J'aimerais bien le faire pour ça. Mais tu vois, effectivement, on va pas accepter. J'ai pas eu de truc encore, tu vois. Mais si demain quelqu'un commence à louer des armes, évidemment qu'on va le refuser sur la plateforme. Ça va pas rentrer en ligne de mire. Ok, je voudrais qu'on parle maintenant plus côté business et concrètement les chiffres et si tu as des ordres de grandeur aussi à nous donner sur toi, des taux d'utilisation, des durées moyennes. Enfin, à nouveau, côté business model, alors Luc Terling, quand il était passé dans Slow Marketing, nous avait donné pas mal de chiffres sur justement le business model de la location versus la vente et ses avantages. Je vais pas redire ces chiffres ici parce qu'ils ont été pas mal challengés aussi par Decathlon et j'attends de refaire un épisode sur le sujet, mais je voudrais savoir si toi, tu aurais des données à nous donner sur ces deux business models et en fait, à quel moment la location bat la vente concrètement. En fait, c'est compliqué de répondre de manière très précise à cette question. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a quand même un sujet de les retailers testent la location et n'y vont pas encore pied au plancher parce que justement, ça prend du temps et il n'y a personne qui a réussi à te dire, en fait, fais de la location, tu vas faire x100. Nous, ce Ok. qu'on voit quand même sur les 2500 magasins qu'on équipe et notamment avec des Decathlon aussi, c'est qu'en fait, ton taux de marge peut faire jusqu'à x5, x6, x7 sur certains produits. Donc, c'est énorme. C'est Ok. énorme, mais ça marche à condition que le produit, évidemment, est utilisé. Je vais prendre un exemple. Tu vois, nous, on va bosser pas mal dans la location de vélo. En fait, un Mhm. loueur de vélo, ce qui va être assez extraordinaire, je dis même pas n'importe quoi, il va acheter un vélo 1000 euros, par exemple. Il va le louer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, le ratio, c'est 3 ans. Et en fait, sur ces 3 années-là, bah, le vélo, en moyenne, il va lui rapporter entre 1500 et 2000 euros par an. Donc, en fait, sur 3 ans, il va gagner, tu vas dire, 6000 euros. Il fait 2000 euros par an. Et en Mhm. plus, à la fin, il va le revendre moins cher, évidemment. Il va mettre une décote en seconde main, peut-être à 50%. Il va le revendre 500 euros. Donc, au lieu de l'avoir acheté à 1000 euros et le revendre 1500, en fait, sur 3 ans, il aura fait 6000 euros. Et en plus, il le revend 500 euros. Donc, tu vois, le calcul est vite fait. Donc là, il va gagner 6 500 euros de plus, donc 5 000 euros de plus. Ça dépend évidemment de est-ce que j'arrive à valoriser mon vélo, est-ce que j'arrive à bien le louer, l'utiliser Mhm. pendant, tu vois, plus de X fois par mois, etc., etc. Ça, c'est plein de business models après qui tournent derrière. Et aussi, évidemment, tu vas prendre en compte de combien de fois je le répare, est-ce que j'ai changé une chambre à air, la selle, etc., etc. Mais tu vois, globalement, c'est aussi ça la force de la location, c'est l'utilisation. En plus, je n'ai pas un stock qui dort chez moi, je l'utilise, je peux le revendre quand je veux. Là, je te disais 3 ans, mais ça peut être moins. Et quelque chose et on l'avait un petit peu fait avec Decathlon. Bon, du coup, je te reparle de chiffre de Decathlon, je ne sais pas si c'est le bon moment. Mais c'est avec eux qu'on l'avait mesuré, c'était intéressant, ça remonte, hein, c'était en 2022. On avait réussi à montrer que chez Decathlon, nous, on faisait de la location courte durée à Lyon avec eux. Ouais. Des magasins qui avaient mis en place ce service, on leur faisait créer des nouveaux comptes clients grâce à ce service, parce que les gens n'allaient pas chez Decathlon. Mais comme en fait Decathlon se lançait dans la location, tu touches une nouvelle type de Ouais. clientèle que tu peux valoriser. Et ces clients-là, en fait, ils viennent 2 fois en magasin. C'est hyper intéressant pour une marque de se dire, je vais récupérer mon vélo le vendredi, je le ramène le lundi, et en plus, ils viennent en magasin, ils font leur loc et ils achètent. Tu avais 6 clients sur 10 qui achetaient des produits Decathlon en étant dans le magasin, qui n'auraient peut-être pas eu. Tu peux aussi le valoriser de cette manière par rapport au passage, qui est quand même un des vrais enjeux du retail, de comment on refait venir du monde en magasin quand tout le monde achète en ligne. Ouais, j'allais te demander justement, c'était ma question suivante sur les bénéfices pour les entreprises. Là, tu as cité quand même pas mal de choses sur effectivement rentabilité, fidélisation du coup, j'imagine, mais aussi potentiellement visibilité locale. T'en vois d'autres? Non, complètement. C'est visible. De toute façon, le premier sujet pour l'entreprise, c'est de la rentabilité. Ça, c'est évident. C'est attirer une nouvelle clientèle. Tu as raison. Non, après, il y a quand même tout cet enjeu de comment j'optimise mon espace. Tu vois, nous, c'est marrant. Chez Loki, un magasin sur deux qu'on lance sur le logiciel, il n'était pas loueur avant.
Donc, moi, je Ok. suis hyper content parce qu'on est société à mission et ça fait partie de notre mission de démocratiser. Et quand tu arrives à dire à un magasin qui ne faisait pas de loc et tu lui dis, bah, tiens, lance-toi dans la location, c'est quand même une vraie réussite. Et souvent, ce qui se passe, c'est, je vais rester sur mes vélos comme ça, genre un fil Mm. conducteur. Le gérant du magasin, il a 30 vélos tous les jours devant lui. Et en fait, ils ne sont pas utilisés. Donc, c'est aussi ça, c'est comment j'arrive à faire en sorte que mon stock dormant ne dorme pas tant que ça et j'arrive à le faire tourner quand même. Ok, trop intéressant. Côté client, c'est l'avantage parce que enfin, moi, j'aurais tendance à dire, j'ai envie de faire l'avocat du diable, tu vois, que ça coûte plus cher ou que ça manque de flexibilité parce que du coup, ça doit être sur les horaires du magasin ou alors bah, effectivement de devoir se déplacer, etc. Toi, c'est quoi les bénéfices que tu vois avec le service de location? Pour un consommateur, Ouais. le bénéfice, c'est avant tout, c'est de l'argent économisé. Je Mhm. pense qu'on l'a dit. Je peux te prendre un autre exemple. Tu vois, on avait fait une étude c'était avec West France, de comparer en fait une location de matériel outdoor vs l'achat. Et en disant, par Ok. exemple, tu vas faire un week-end en randonnée en montagne, euh, à la location pour 2 personnes, le prix va être d'environ 180 euros pour une valeur de matériel de plus de 1000 euros. Parce qu'en fait, tu vas louer ta tente 60 euros contre en fait, un prix neuf tu vois, qui peut aller jusqu'à 600, 700 euros. Tu vas louer un sac de couchage à 50 euros alors qu'il coûte 300 euros. Pareil pour un matelas gonflable, tu vas le louer 32 euros VS 200 euros, etc. etc. Donc, toi, dans un cas très concret de location courte durée, euh, je te prends des chiffres on va dire, de matériel premium évidemment. Un week-end, c'est 180 euros VS plus de 1000 euros si tu avais acheté. Donc, c'est quand même le premier bénéfice. Et après, le deuxième, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur bah, ça m'évite d'encombrer mon appartement. Je suis parisien, mais tu vois, j'ai pas de place en fait pour mon vélo de route, mon sac de camping, etc., etc. Pour moi, ça c'est le deuxième gros bénéfice. Et ce qu'on a dit aussi sur la charge mentale aussi, de dire j'achète que ce que j'utilise. Et enfin, il y a quand même un impact écologique qu'il faut pas minimiser. Euh, L'écologie est un peu moins à la mode. Donc, tu vois, je pense que si on s'était Mm. rencontré il y a 3 ans, j'aurais même dit ça en un. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même il y a un peu un backlash là-dessus. Donc, c'est moins mis en avant par les consommateurs. Ok. L'autre argument que je vois là en t'entendant parler, c'est peut-être, enfin surtout sur la location d'équipements sportifs, pardon, c'est peut-être l'évolution aussi par rapport à son niveau. Moi, ce que je vois, c'est genre dès que quelqu'un démarre un sport, hop, t'achètes tout le matériel, mais t'as pas forcément soit le matériel que tu vas acheter en tant que débutant. Moi, je me vois quand j'ai commencé à faire du wingsurf, en fait, le matériel de débutant va pas être, enfin, si je l'achète le jour 1 où je démarre, le matériel dont j'ai besoin va pas être adapté à ma pratique 6 mois, 1 an, 3 ans plus tard. Ou alors ce truc d'acheter, enfin, moi, je fais de l'escalade et tous les potes que j'emmenais à la salle d'escalade qui s'achètent des chaussons après la session 2 et qui en fait ne font jamais session 3 et je suis là genre bah ça sert à rien en fait, genre juste loue à la salle et attends de voir si tu kiffes vraiment pas. Et à nouveau même les chaussons que tu vas avoir besoin en tant que débutant, ils vont rapidement pas être assez. Enfin, si tu prends goût au sport, ils vont rapidement pas être assez suffisants pour faire de la technique, etc. Donc, tu vas être très très frustré avec ces chaussons-là, quoi. Complètement. Bah, tu as raison, il y a quand même cette notion que j'ai peut-être pas citée, mais qui est citée, tu vois, quand on fait nos études. Donc, ce qu'on a dit, c'est le besoin à l'instant T, j'en ai besoin, et donc Loki va te permettre de louer un équipement. On a beaucoup parlé du gain de place, mais tu as aussi le test avant achat, justement. C'est-à-dire, Mm. bah, si je reprends ton exemple, un vélo de route, tu veux un bon vélo de route, ça va coûter 1500, 2000 euros, même plus si tu commences à être très, on va dire, très bon. Oui, effectivement, est-ce que tu as envie de sortir à 1000 euros tout de suite? C'est quand même compliqué. Donc, le louer, le tester avant te permet aussi d'être sûr que tu aimes bien la pratique. Et comme beaucoup, malheureusement, on teste des pratiques, on est là, ouais, c'est bon, en fait, je vais être le meilleur cycliste du monde. Et finalement, dès qu'il fait un peu froid, bah, le vélo reste à la cave. C'est ça. Ok, je veux qu'on se mette à la place d'un loueur qui se lance. C'est quoi les 3 actions marketing qui vont l'aider à générer le plus de réservations sur les 3 premiers mois et dans quel ordre les exécuter? Si tu es un loueur d'équipement, le plus gros sujet à tout de suite attaquer, c'est le référencement local. Ok, C'est-à-dire, bon, je te propose qu'on reste sur le vélo. Je pense on parle beaucoup de ça ouais. depuis tout à l'heure. Mais en vrai, ça vaut aussi pour un loueur d'événementiel, de matériel de bricolage, ce que tu veux. Mais globalement, donc, le magasin va se lancer. Nous, ce qu'on lui conseille en top 1, c'est effectivement comment tu te références bien sur Google, comment tu indiques
que tu as un service de location et comment très vite tu vas communiquer avec tout ce qui est local. Donc là, je suis dans le cadre d'un magasin de vélo, office du tourisme et autres. Ça, c'est vraiment le premier sujet, de bien se faire connaître rapidement localement. Le deuxième, bon, forcément, je vais faire mon auto-promo, mais se mettre sur une plateforme comme Loki.rent va te permettre de toucher pas que du local, mais de toucher en fait 3, 4, 5 millions de visiteurs à l'année en plus. Hyper important. Et après, le troisième, je dirais dans cette continuité du local, c'est comment en fait très vite se faire référencer ou faire des partenariats. Tu vois, moi je prends un magasin de vélo, on va faire un partenariat avec le restaurant du coin, avec un camping, avec le petit futé, avec le routard, pour très vite être visible et créer de la clientèle, identifier, ok, en fait, ce magasin fait de la location. Trop cool. J'avais exactement ça en tête. Donc, si je répète, donc SEO local, se mettre sur une plateforme et puis se faire référencer ou faire des partenariats locaux. À nouveau, question pour nos auditoristes qui sont responsables marketing dans des entreprises. Quelles sont les questions à se poser pour savoir si la location, ça vaut le coup de la tester ou pas dans ma boîte? C'est toujours une bonne question à se poser. Évidemment que Qu'est-ce que c'est je dois me une poser bonne comme question. question pour savoir si... Qu'est-ce que je dois me poser comme question? Bah, je pense que tu l'as dit, c'est de dire j'ai un espace. Est-ce que en fait aujourd'hui quand j'ouvre la boutique, est-ce que j'ai la sensation qu'il y a des stocks qui dorment? Est-ce que je rate quelque chose? Et ça, je pense que 99% d'entreprises se diront bah oui effectivement, j'ai cet équipement, ça fait 6 mois qu'il est là, il n'est pas sorti. Donc c'est la première bonne question à se poser. Je pense que la deuxième, c'est est-ce que aujourd'hui, ma capacité de vente, est-ce que j'ai assez de monde qui vient en magasin? Et donc, effectivement, tu vois, la location, pour moi, elle s'inscrit aussi quand même vachement dans... J'aime bien dire, tu vois, à des magasins qui hésitent en fait, aujourd'hui, il y a une présence en ligne qui est énorme de géants du retail. On peut parler de Decathlon, mais même Shein, Temu, etc., qui devient hyper importante. Comment tu fais toi en tant qu'indépendant, ou même si tu es boulanger, Decathlon, Leroy Merlin, tu as quand même un enjeu de faire venir du monde en magasin. Et là, l'aspect service, il est assez extraordinaire. On l'a dit tout à l'heure, je loue chez Leroy Merlin une perceuse, je vais passer 2 fois en magasin hyper rapidement. Donc, c'est quand même hyper valorisable. Et du coup, pour moi, c'est une question à se poser de quel service je peux mettre en place et surtout quel service est rentable. Donc, ça va aller de réceptionner les colis jusqu'à faire de la réparation d'équipements, donner des cours et louer ses propres objets. Donc ça, je pense que c'est la deuxième question à se poser. Et la troisième pour la location, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ou pas? Je pense que le plus gros risque pour un retailer qui veut se lancer dans la location, c'est de le faire par effet de mode ou effet moutonnier et de dire bah, j'y vais mais sans vraiment réfléchir justement. Ah bah, j'ai vu que mon concurrent le faisait, j'y vais mais je ne sais pas exactement quel produit, j'ai pas bien réfléchi à c'est quoi ma clientèle qui est susceptible de louer un équipement, j'y vais parce que les autres le font. Non, il faut une vraie stratégie. Être loueur, c'est un métier, il faut être bien accompagné pour ça. C'est pour ça qu'on existe évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail en amont de pourquoi on le fait, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons et comment on veut que ça marche. Super intéressant. Je veux rajouter un truc sur la partie passage en magasin, expérience personnelle. Mais donc moi j'habite à Bruxelles, on n'a pas de Leroy Merlin, on a des bricots Okay. qui font de la location de matériel aussi. J'en m'en suis beaucoup servi pour les travaux chez moi. Finalement, en fait aussi c'est l'occasion à chaque fois pour moi, ça a été l'occasion à chaque fois de recevoir du conseil. À chaque interaction de location ou d'achat de matériel, il y avait vraiment un truc de conseil, d'expertise qui fait que je pense que même demain, si c'est plus ce bricolat qui est le plus proche de chez moi, je continuerai à y retourner parce qu'en fait, je sais que je peux leur faire confiance. Et je pense que ce lien-là de conseil, d'expertise, d'authenticité et de lien entre humains, il peut pas être remplacé par une plateforme en ligne, par Amazon qui te livre en 48 heures chez toi, etc. Je suis complètement d'accord. Et moi, je trouve ça, tu vois, moi j'ai un rêve qui est peut-être utopique, mais c'est de dire comment justement parler de lieu de vie, comment même demain, n'importe quel lieu physique peut être un peu, tu vois, une espèce de locathèque. Je vais chez La Poste. Tu vois, moi j'ai grandi dans un petit village. Je trouverais ça juste incroyable que même La Poste puisse te permettre de louer des équipements du quotidien, ou même si tu vas chez ton petit casino, ton petit, tu vois, ton petit supermarché. Parce qu'en fait, ça permet de créer du lien pour beaucoup de gens qui n'ont plus forcément de lien, et ce lien physique de commerçant, et tu crées des lieux de vie. Et en plus, tu prends du conseil, tu apprends tout ce qu'on aime, là où en fait, finalement, acheter en ligne, c'est un peu boring, tu vois, genre quand tu fais t'es tout seul dans ton canapé devant Netflix et tu es en train d'acheter chez toi, je trouve ça quand même une expérience
et un peu être triste. Et je suis très d'accord avec toi. Et tu vois, moi, c'est ce qu'on aime bien dire à nos clients, où en fait, des fois, on va avoir l'objection de OK, mais en fait, avec votre marketplace, justement, vous poussez à la réservation en ligne. Nous, on préfère qu'on s'est vraiment accompagné, on préfère avoir des gens au téléphone. Et ce que j'entends très bien, tu vois. Et c'est Mhm. justement ce qu'on leur dit. Ben, en fait, nous, notre job, c'est de vous faciliter le vôtre. Vous êtes des conseillers, vous êtes des experts. Moi, je suis pas loueur, je sais pas faire ce que tu fais. Si je reste sur le vélo, je sais pas expliquer pourquoi il faut louer un Giant plutôt qu'un Trek pour. Mhm. Et ça, c'est ton taf. Et j'aime bien dire aux loueurs nous, on vous apporte du trafic, on fait en sorte que quand la personne elle est en magasin, Anaïs est en magasin, ça se passe super bien pour que justement vous vous libérez du temps et que vous lui donnez les conseils de Anaïs, il faut louer ce vélo. Et moi, je te conseille avec ton niveau de faire cette randonnée. Et c'est là que toi, en tant que consommatrice, tu vas kiffer ton expérience aussi. Et c'est là que je vais rendre la location sexy. Trop cool. Euh, Raphaël, on arrive aux questions de la fin. Si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Si tu me dis slow marketing, je pense à un marketing raisonné. Ok. Top. Et dernière question, avec qui tu penses que je devrais échanger pour parler marketing responsable dans les prochaines semaines? J'avais pas préparé. Avec qui Je suis en cours. avec qui tu devrais échanger pour parler marketing responsable? Une personne, une boîte qui t'inspire en ce moment. J'ai été la semaine dernière à une session plaidoyer. Je trouve que tu vois, le CEO de la ville est quand même hyper inspirant sur comment faire du marketing. Moi, c'est plus du lobbying. Et non, et faire du marketing responsable, si je reste sur mes sujets vélo et autres. Non, Gringo, je pense. Guillaume Jouffre, je trouve ils arrivent bien à se positionner un peu en Airbnb, mais plutôt local et responsable. Et je trouve qu'ils arrivent à faire des bons coups de com, donc c'est un bon sujet. Trop cool. La vie est déjà dans ma liste de contacts, mais Gringo, je l'ai pas, donc j'irai contacter de ta part. Trop bien, bah, tu peux avec grand plaisir. Top. Merci beaucoup, Raphaël, pour ces échanges. J'espère, vous, auditeuristes, que cela vous a inspiré aussi à réfléchir à cette question de modèle de la location dans vos activités. Et si vous l'avez déjà en tête, ça vous pousse à passer à l'action. Merci. Merci à toi, c'était chouette.